Dans cette première capsule, on va aborder la question de en fait, la période coloniale, donc toute cette période durant laquelle l'Angleterre va fonder ces 13 colonies qui vont constituer évidemment la base des États-Unis éventuellement. Donc, on va essayer de passer à travers les grandes lignes de ce qu'a été la période coloniale. Ça va faire l'objet de simplement une seule capsule. J'aurais pu passer plus de temps, mais j'ai préféré, en tout cas dans l'organisation de mon cours, j'ai préféré passer plus de temps sur les États-Unis en tant que tel. Donc, une seule capsule pour expliquer, brosser un portrait, je pense assez complet, de ce qu'est la période coloniale, donc qui s'étend entre 1607 et 1763. Bon, évidemment, l'histoire des États-Unis est vraiment étroitement liée, on le sait au départ, surtout à celle de l'Angleterre. Il faut comprendre que l'Angleterre, à la fin du 15e siècle, début 16e siècle, est un peu amochée par la guerre de Cent Ans, qui s'est terminée avec la France, amochée par la guerre des Deux Roses, qui est une espèce de guerre civile qui a lieu en Angleterre également à la fin du 15e siècle. Donc, l'Angleterre sort de là un peu amochée et sort justement du Moyen Âge un peu sur les genoux. Ça explique peut-être pourquoi qu'elle arrive un peu en retard dans le mouvement des grandes découvertes. Mouvement des grandes découvertes, ben, je fais juste un bref rappel, évidemment, qui a été initié par les Espagnols et les Portugais. Christophe Colomb part le bal avec ses 4 voyages entre 1492 et 1504. On sait aussi que il y a un traité à la fin du 15e siècle, le traité de Tordesillas, où c'est le pape qui divise littéralement le monde en deux et on accorde des portions ouest, des terres de l'ouest. On voit la grande ligne ici sur la carte. Les terres de l'ouest sont accordées à l'Espagne, les terres de l'est au Portugal. Mais évidemment, ça va être contesté par la France et l'Angleterre notamment et que finalement, ben, toutes les grandes puissances européennes vont finir que par se lancer dans ce mouvement des grandes découvertes. Donc, on peut vraiment dire, comme je le disais, donc l'Angleterre part un petit peu en retard. Il y a eu quelques petites tentatives brèves, mais c'est véritablement dans la première moitié du 17e siècle que l'Angleterre se lance véritablement à fond dans l'aventure coloniale. Durant cette première moitié du 17e siècle, donc on va voir, c'est à peu près 40 000 personnes 40 000 Anglais qui vont aller qui vont se lancer, qui vont commencer à fonder littéralement, à poser les bases de ce qui va devenir l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'empire anglais, l'empire colonial anglais à son apogée. Et l'Angleterre, justement, par ce mouvement-là, ben, va asseoir véritablement sa puissance maritime, qui sera justement à la base de sa domination à partir donc à partir principalement donc du milieu du 18e siècle. Donc, c'est quoi la cause de cet élan-là? Pourquoi les Anglais se lancent dans cette aventure coloniale? Bien, il y aura quelques petites tentatives, je dirais peut-être un peu infructueuses au départ. On peut parler de John Cabot qui va essayer de trouver un passage vers l'Asie en visant plus vers le nord. Donc, à la fin du 15e siècle, en 1496-97, John Cabot, en fait, c'est un Italien qui s'appelle Giovanni Caboto, qui va, lui, aller tourner dans le golfe du Saint-Laurent autour de Terre-Neuve. Mais ça ne donnera pas grand-chose. Martin Frobisher, lui, c'est un petit peu plus tard, donc c'est un petit peu plus tard au 16e siècle. Il va encore une fois essayer de passer par la terre de Baffin, mais encore là, ne pose pas de base véritablement solide pour l'Angleterre. Les choses ont vraiment commencé à changer à la fin du 16e siècle, où on va avoir un type qui s'appelle Humphrey Gilbert, qui lui croit fermement que les marchands anglais, la couronne anglaise devrait financer des expéditions parce que justement, ben, pour nuire à l'Espagne, principal adversaire commercial de l'Angleterre, mais aussi trouver des façons de trouver de nouvelles ressources pour alimenter le commerce et voire même l'industrie britannique, si on peut dire comme ça. Donc lui, il est fermement convaincu que dans ce nouveau monde, il y a des possibilités extraordinaires pour l'Angleterre. Il va mener une expédition il aurait, mais c'est pas trop sûr ça, il aurait vers le début de 1580 peut-être pris possession de Terre-Neuve au nom de l'Angleterre, mais c'est un petit peu flou. Mais donc, il y a une mentalité qui commence à changer véritablement à ce moment-là. Là où ça change beaucoup, c'est avec le demi-frère de Humphrey Gilbert, c'est Francis Drake.
qui lui, écoutez, est un explorateur, mon Dieu, de grande qualité. Il avait effectué un tour du monde entre 1500, 1700, 1577 et 1580 et que lui, ben, il a décidé de mener une expédition, donc reprendre un petit peu l'idée de son demi-frère qui était décédé, reprendre l'idée de son demi-frère et là, lui, ben, il va mener une expédition et on va aller fonder on va aller faire une première exploration de ce territoire qu'on appellera éventuellement la Virginie. Euh, Francis Drake va aller tenter de s'établir dans la région de la baie de Chesapeake et il va fonder finalement une colonie à un endroit qu'on appelle Roanoke Island. C'est en 1585, ce serait aujourd'hui, cette île-là se situe aujourd'hui au nord au large, pardon, de la Caroline du Nord. Et donc, il va installer Francis Drake en 1587. Il va installer une quarantaine, une cinquantaine de personnes sur cette île-là et on va tenter justement cette première tentative de colonisation véritable, puis essayer de voir quelles sont les ressources qui sont disponibles sur ce territoire-là. Or, Drake va laisser les membres de sa colonie sur place pour retourner chercher d'autres personnes, d'autres colons, d'autres matériels en Angleterre. Sauf qu'à ce moment-là, au moment où Drake retourne en Angleterre, l'Angleterre se retrouve assiégée par l'Espagne et que ça va lui prendre à peu près une année et demie avant de revenir dans sa colonie. Or, quand il revient dans la colonie de Roanoke Island, il ne trouve aucune trace de ses colons, aucune trace des installations, aucune trace des individus. C'est un grand mystère. Drake va retourner en Angleterre. Mais malgré les échecs de Humphrey Gilbert et de Francis Drake, il y a véritablement un changement de mentalité qui commence à s'opérer en Angleterre et il y a de plus en plus d'enthousiasme à l'idée d'aller coloniser, d'aller exploiter ces territoires du Nouveau Monde. Donc, il y a des intérêts économiques. Le secteur privé, si on peut dire, va commencer à se mêler de la question. Il y a vraiment une motivation. Donc, c'est quoi les motivations anglaises si on essaye de les résumer le plus simplement possible? Donc, l'Angleterre va chercher à étendre sa puissance maritime, va chercher aussi à étendre son territoire, parce que l'Angleterre va tenter pendant tout le Moyen Âge d'aller augmenter la surface de son territoire. Par exemple, en essayant de prendre pied sur le continent européen, c'est la guerre de 100 ans, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a certaines personnes qui voient justement dans le développement d'une marine anglaise la possibilité pour l'Angleterre d'étendre son territoire. Deuxième motivation, c'est de trouver le fameux passage du Nord-Ouest qui mènerait peut-être vers l'Asie. Ça va faire son temps. Mais surtout, les questions 3 et 4 ici sont intéressantes. L'Angleterre cherche à se débarrasser d'une population un peu oisive sur son territoire qui commence à encombrer de plus en plus les villes. Donc, ces chômeurs-là, si on cherche une expression plus contemporaine, ces chômeurs-là ben, vont devenir des candidats idéaux pour aller coloniser. Et aussi, il faut voir que l'Angleterre, en ce début de période moderne, donc début du 16e siècle au 17e siècle, l'Angleterre est aux prises avec une crise religieuse quand même assez importante. L'Angleterre, on le sait, est passée au protestantisme. Il y a eu de profondes divisions religieuses en Angleterre. Il y a toutes sortes de communautés différentes. Et pour la couronne anglaise, ce sera une façon de se débarrasser de certains dissidents religieux en leur accordant des terres dans le Nouveau Monde. Donc, une véritable motivation. Et comme je le disais, dans la première moitié du 17e siècle, l'Angleterre va se lancer véritablement à fond dans ce mouvement de colonisation de l'Amérique du Nord. Le premier exemple dont il faut parler, bien évidemment, on va commencer par la première colonie, c'est la Virginie. Donc, il y avait eu cette tentative, comme je vous l'ai dit, de Francis Drake d'installer une colonie, de fonder une colonie dans la baie de Chesapeake. Ça n'a pas fonctionné. Et donc, une couple de décennies plus tard, ben là, on va véritablement voir une compagnie anglaise qui s'appelle la compagnie de Plymouth, qui va noliser 3 navires, le Godspeed, le Discovery et le Susan Constant, si les noms peuvent vous intéresser. Et ces 3 navires ben, seront envoyés vers l'Amérique, donc ils vont partir en décembre 1606 de l'Angleterre et vont arriver dans les terres américaines en avril 1607. Et là, bon, on va fonder une première colonie qui s'appelle Jamestown. Donc, comme on le voit avec la carte ici, Jamestown, on va aller s'installer un peu plus au nord que Francis Drake avait tenté de le faire. Donc, on va fonder une colonie et la vie dans cette colonie-là sera particulièrement difficile. Le climat, il est humide, les terres sont marécageuses, il y a beaucoup de malaria, scorbut, typhoïde, toutes sortes de maladies vont frapper les premiers colons, mais malgré tout, ils vont persévérer. Sauf que il y a déjà une première surprise
d'une certaine manière, quand on lit un peu l'histoire américaine, on s'aperçoit un peu qu'il y a peut-être plusieurs colons qui cherchaient une vie un peu facile, c'est-à-dire qu'on s'inspirait du modèle, comme on dit, espagnol. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Espagnols dans leurs colonies, que ce soit au Mexique, que ce soit en Amérique du Sud? Ben, les colons arrivaient et faisaient travailler les populations locales. Or, c'est pas nécessairement ce qui peut se produire à Jamestown. Il y a bien des colons qui vont être un peu surpris parce qu'ils vont devoir travailler. Ils vont devoir aussi apprendre justement à vivre avec le territoire, à revivre avec les ressources du territoire. On va apprendre beaucoup du monde amérindien. Toute la question des Premières Nations, des contacts entre les Européens et les Premières Nations, ça fera l'objet d'une capsule un petit peu plus tard durant la session. Donc, pour les premiers colons, bien évidemment, on essaye au départ de cultiver la terre un peu comme on le faisait en Angleterre, avec plus ou moins de succès. Et c'est là justement qu'on va s'inspirer de ce que faisaient les populations locales. On va commencer à produire, euh, par exemple, davantage de maïs plutôt que d'essayer de faire pousser du blé, des choses comme ça. Mais pour les colons, ce qui était important aussi au départ, c'était de trouver une culture qu'on pourrait essayer de vendre vers l'Angleterre, une culture qui serait profitable. Et cette culture-là, ben, ce sera la culture du tabac. Bon, évidemment, vous avez peut-être déjà vu ce fameux film de Disney qui s'appelle Pocahontas, qui est absolument épouvantable, et on va donner une version un peu idéalisée des relations entre Blancs et Amérindiens. Juste pour votre culture personnelle, John Smith et Pocahontas ne ressemblaient pas à ça, mais bien à ceci. Donc, vous avez à votre gauche Pocahontas et à droite John Smith. Désolé de péter vos rêves d'enfant, mais bon, c'est comme ça. Comme je le disais, donc, l'important pour les colons, bon, après des débuts un peu difficiles, l'important pour les colons, c'était de trouver une culture qui était pour être rentable. Et cette culture, cette première culture véritablement rentable, c'est le tabac. Donc, c'est la mode du tabac en Angleterre. Le tabac avait été ramené en Angleterre par Walter Raleigh, qui est un autre aventurier. Donc, la mode s'est produite. Et là, donc, il y a un véritable engouement chez les Anglais pour cette production-là. Donc, la première culture véritablement rentable, première culture, pardon, première culture qui va permettre à cette colonie-là de voir un peu de profitabilité, c'est le tabac. Mais pour ça, c'est qu'on va avoir besoin de main-d'œuvre et qu'il va falloir trouver une façon, soit pour les colons, soit par les autorités ou les investisseurs britanniques, il va falloir trouver une façon de faire venir plus de colons, y compris des femmes, afin qu'on puisse fonder des familles et que la population puisse augmenter. Donc, c'est un petit peu ce qui se passe plus au sud. Il faut voir maintenant un petit peu plus au nord, il y a un autre type de développement qui va se faire, c'est ce qu'on va appeler éventuellement la Nouvelle-Angleterre. La Nouvelle-Angleterre, au départ, elle est fondée par qui? Elle est fondée par des puritains. Qui sont-ils, ces puritains? Ben, écoutez, c'est un groupe dissident religieux en Angleterre. Ce sont des gens qui veulent pratiquer une religion plus pure, plus proche des écrits de la Bible. C'est un groupe qui refuse l'anglicanisme officiel en Angleterre, disant que cet anglicanisme officiel était souillé par des pratiques catholiques. Donc, ce sont des gens vraiment qui ont peu de tolérance par rapport justement aux autres groupes religieux présents en Angleterre, et en même temps que les autorités anglaises ont relativement peu de tolérance aussi par rapport à ces puritains. On va voir ces puritains anglais qui vont être persécutés en Angleterre, ils vont aller se réfugier vers les Pays-Bas, et éventuellement, il y a une entente qui est conclue entre les groupes importants de puritains et les autorités anglaises en 1620. On va leur suggérer d'aller s'installer dans la colonie de la Virginie, et les puritains acceptent. Donc, au mois de septembre 1620, c'est environ 130, 140 puritains qui vont embarquer justement sur un navire qui s'appelle le Mayflower et ils vont voguer vers l'Amérique. Le voyage dure 65 jours, donc c'est au-delà de 2 mois. Mais par contre, les puritains ne s'en vont pas vers la Virginie. Pourquoi? Ils vont aller s'installer plus au nord. Ils vont aller s'installer plus au nord et la question de savoir, ben, c'est ça, on le voit, c'est quand même pas mal plus au nord que Jamestown et de la Virginie. Donc, pourquoi? Est-ce que c'est une erreur de navigation ou est-ce qu'ils ont été repoussés vers le nord par une tempête ou est-ce que c'est simplement qu'ils avaient peut-être le goût d'aller s'installer un peu seuls? La question demeure entière. Mais toujours est-il que donc les colons, donc ces pèlerins-là vont arriver dans la région de Plymouth, de ce qu'on va appeler Plymouth Rock, en 1620 et vont s'y installer. Mais avant de s'y installer, ils vont prendre le temps de se donner des règles de fonctionnement.
Alors, quelles sont ces règles de fonctionnement? Ben, c'est ce qu'on appelle le Mayflower Compact. Donc, c'est une espèce de contrat signé entre les colons qui viennent s'installer. C'est une base d'organisation sociale, c'est surtout une base de gouvernement, une base d'organisation politique. C'est le premier véritable document de gouvernance qu'on va retrouver en tout cas, quand on regarde dans l'histoire des États-Unis. Et d'une certaine manière, sans déclarer nécessairement, se déclarer nécessairement ouvertement indépendant de l'Angleterre, certainement que les colons, ces pèlerins-là, ces puritains-là, certainement qu'ils s'attendent justement à jouir d'une très grande autonomie par rapport à l'Angleterre et qu'ils se disent, nous sommes capables de nous gouverner. Nous allons respecter l'autorité du roi, mais nous sommes capables de nous gouverner. Alors ça, donc, c'est véritablement une autre page de l'histoire des États-Unis qui est en train de s'écrire ici. Ces colons, ces puritains, ben, sont installés dans un territoire où le climat, on s'en doute bien, est quand même passablement rigoureux. Les hivers sont durs et un peu comme les Virginiens, les premières années vont être passablement difficiles. Or, ces puritains-là sont quand même très motivés, sont motivés par la foi et ils n'ont pas peur de jouer le rôle, d'une certaine manière, de martyr. C'est comme s'ils n'avaient rien à perdre, d'une certaine manière. Alors, ils vont s'accrocher et vont passer à travers, justement, ces premières années qui sont très difficiles. Donc, à partir de là, ben, écoutez, ce qu'on commence à voir, donc, si on essaye de résumer un peu ce qu'on a vu jusqu'à date, ce qu'on voit justement, les premières colonies, que ce soit la Virginie, que ce soit la Nouvelle-Angleterre, ce sont ce qu'on appelle des colonies à charte, c'est-à-dire que l'Angleterre autorise à ces groupes, soit d'hommes d'affaires, des groupes religieux, à aller s'installer à différents endroits en Amérique du Nord. Mais rapidement, les choses vont changer un petit peu. On va commencer à fonder davantage de colonies, ce qu'on appelle des colonies de propriétaires, c'est-à-dire que l'Angleterre va céder des territoires à des lords britanniques, donc à des nobles anglais, qui, eux, vont mieux suivre les règles que, par exemple, des groupes religieux ou des hommes d'affaires. Et éventuellement, graduellement aussi, ce qui va se produire, c'est que l'Angleterre va fonder ce qu'on appelle des colonies royales, c'est-à-dire des colonies qui sont directement prises en charge par l'Angleterre, et c'est l'Angleterre qui va nommer les gouverneurs et les dirigeants. Donc, ça, c'est le modèle qui va prévaloir de plus en plus. Plus on avance dans cette période coloniale, on aura probablement l'occasion d'y revenir. Donc, ce qu'on voit finalement, ben, c'est entre la fondation de Jamestown en 1607 et la fondation de la Géorgie en 1732. Ce sont 13 colonies qui vont s'établir le long de la côte atlantique en Amérique du Nord. Et ces 13 colonies-là ben, auront des développements différents d'une certaine façon. Donc, j'y vais très rapidement. Je ne ferai pas l'histoire de chacune des 13 colonies, mais il s'agit de voir, par exemple, que la fameuse Nouvelle-Angleterre fondée par les Puritains, ben, la Nouvelle-Angleterre va éclater et de là, justement, plusieurs colonies seront fondées. Je pense au New Hampshire, je pense au Connecticut, je pense au Rhode Island. Toutes ces colonies-là seront fondées par des personnes qui vont fuir la persécution et l'intolérance des Puritains dans la région de Plymouth. Donc c'est ça, la Nouvelle-Angleterre va se diviser comme ça. Donc, des nouvelles colonies qui seront fondées sur des bases religieuses, mais peut-être un peu plus tolérantes que les Puritains. Je pourrais penser, pardonnez-moi, on pourrait penser à l'État de New York qui, lui, sera fondé suite à une conquête militaire. New York et New Jersey seront fondés suite à une conquête militaire. C'est-à-dire, ce sont des Anglais qui vont arracher des terres à des colons hollandais qui s'y étaient installés. On le sait, en 1624, il y avait un aventurier hollandais qui s'appelait Peter Minuit. Minuit, en fait, ça s'écrit Minuit, M-I-N-U-I-T. Il avait fondé une colonie qu'on appelait la Nouvelle-Amsterdam et il avait commencé à ériger des fondations et autour de cette fondation, autour des murs une population commençait à s'y installer. Les Anglais vont garder justement ces murailles-là et ils vont commencer à fonder une colonie autour du mur, donc autour du Wall, donc Wall Street, la rue très connue de New York, ben, c'est le point d'origine de New York. Donc, c'est ça, c'est une conquête militaire, tout simplement. On peut penser au Maryland qui a été fondé, encore une fois, pour des raisons religieuses. C'est un noble britannique qui s'appelle Lord Calvert. Lord Baltimore, en fait, c'est George Calvert, Lord Baltimore
qui, lui, va vouloir créer en Amérique du Nord un refuge pour les catholiques anglais. Même chose un peu, la Pennsylvanie sera fondée par William Penn, un autre noble britannique, qui lui va vouloir créer en Amérique un refuge pour les Quakers, une autre dénomination religieuse anglaise. Donc tout ça, finalement, là, c'est ça, c'est vraiment des colonies avec des origines un peu différentes, mais à la fois, mais en même temps aussi, des origines peut-être un peu semblables. Il y a le cas de la Géorgie qui est très intéressant. La Géorgie, fondée en 1732, c'est le cas d'une expérience, comment je pourrais dire, une expérience humanitaire menée par un Britannique qui s'appelle James Oglethorpe. Et lui, ben, qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'il veut vider les prisons anglaises. Il trouve que les prisons anglaises regorgent de prisonniers qui ne sont pas nécessairement dangereux pour la société. On a tendance très facilement en Angleterre, par exemple, à emprisonner des gens pour cause de dettes. Et il dit donc, ce qu'il faudrait faire, c'est vider les prisons anglaises et donner une deuxième chance à ces individus-là. Donc la Géorgie, c'est carrément ça. Elle a été fondée dans un but justement de réhabiliter certains prisonniers britanniques. Ça ne fonctionnera pas très très longtemps, mais quand même, l'idée, elle est intéressante. Donc, 13 colonies qui vont se développer. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces colonies-là auront des développements différents. Les colonies situées plus au nord auront une économie plus diversifiée. On va produire du bois, du blé, de la viande, du poisson, donc des produits qu'on pourra facilement exporter vers l'Angleterre. Et comme le commerce avec l'Angleterre est plus important, bien, on verra dans ces colonies du Nord un développement urbain plus important aussi. Ça, c'est important de le mentionner. Euh, des colonies, comme on l'a vu rapidement, qui ont au départ fortement empreintes de religion. La religion, elle est très présente, mais éventuellement, ben, il faut bien comprendre que le désir d'enrichissement va prendre le pas, va prendre le dessus un peu sur la forte atmosphère de religiosité qu'il pouvait y avoir. Au sud, ben là, évidemment, en raison du climat, ben le sud, particulièrement les colonies du centre, particulièrement la Virginie, on avait trouvé une production, comme je l'ai dit, qui est intéressante, c'est celle du tabac. Éventuellement, on va essayer de planter du riz, puis surtout, ben là, c'est au début du 18e siècle, le coton va devenir la culture principale. Et là, pardon, mais là, ce qu'on voit finalement, c'est l'évolution vers la monoculture. Contrairement au nord où il y avait une production nettement plus diversifiée, vers le sud, on évolue vers la monoculture, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit un produit, au départ le tabac, éventuellement le coton va venir le remplacer, mais donc un produit peut générer énormément d'argent. Donc, on va commencer à avoir des exploitations vraiment grandes, des exploitations agricoles vraiment, vraiment, vraiment grandes et que pour les seuls qui peuvent avoir justement de si grandes exploitations, ce sont des grands planteurs très riches. Donc, pour l'immigrant qui cherche, lui, à traverser, partir de l'Angleterre ou je ne sais trop d'où, et venir s'installer dans une des 13 colonies, ben, l'immigrant est beaucoup moins attiré vers le sud parce que justement, la possibilité de devenir propriétaire, elle est moins là. Donc, pour combler ce manque de main-d'œuvre, les colonies du Sud vont se tourner vers l'esclavage. On en reparle dans quelques instants. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce développement colonial, le développement des 13 colonies, va se faire évidemment en concurrence avec les Français. Les Français sont très présents en Amérique du Nord. Or, la différence entre la France et les 13 colonies, c'est que la France met relativement peu d'intérêt dans sa colonie et la France ne s'intéresse à la Nouvelle-France que pour la production de fourrure. Mais malgré tout, les Français et les Canadiens vont réussir à mettre sur pied un réseau de commerce de fourrure absolument formidable au fil des années. La Nouvelle-France va être immense, va être très grande. Et on va justement, cette production de fourrure va être très profitable pour la France. Sauf qu'il n'y a pas de diversification économique. Et surtout, la Nouvelle-France attire très peu de colons. Donc, si on regarde ces immenses territoires-là, la Nouvelle-France par rapport aux 13 colonies, on pourrait croire qu'elle possède un avantage certain. Or, ce qu'il faut voir, c'est que vers 1750, dans les 13 colonies, il y a à peu près 1 500 000 habitants, et sur le territoire de la Nouvelle-France, il n'y en a que 70 000. Donc, c'est vraiment une différence marquée, marquée, marquée entre la vision qu'avait la France par rapport à sa colonie et celle avec l'Angleterre. Donc, c'est des tensions énormes qui existent entre colons français et colons anglais, particulièrement dans deux régions. Plus au sud, donc des Grands Lacs, c'est dans la région de la vallée de l'Ohio, où français et anglais se disputent des territoires de chasse à fourrure.
En fait, les Anglais cherchent à prendre de l'expansion un peu plus vers l'ouest et les Français défendent ces territoires-là bec et ongle avec justement pour le commerce des fourrures. Et l'autre région qui est fortement contestée, c'est celle de l'Acadie. Donc, il y a souvent des accrochages entre Anglais et Français en Amérique. Et c'est dans ce contexte-là, justement, que va démarrer ce qu'au Québec, on appelle la guerre de la conquête, ce qu'aux États-Unis, ils appellent le French and Indian War en 1754. Mais ça, je vais en reparler dans une prochaine capsule. Donc, les Anglais, l'univers colonial anglais se développe énormément et on a besoin d'immigrants. Et les immigrants anglais, il y en aura. Et on peut distinguer trois types d'immigrants, trois types de personnes qui vont venir s'installer dans les 13 colonies. Il y a ce qu'on appelle les volontaires, c'est-à-dire des gens qui vont être capables de dire, je veux partir de l'Angleterre, je veux fuir les persécutions religieuses, je veux améliorer mon sort, je veux je veux partir à neuf. Donc, ce sont des personnes qui sont capables de payer leur voyage à bord d'un navire et venir s'installer dans la colonie et à leurs frais. Bon, ça, c'est pas compliqué, c'est simple à comprendre. Le deuxième type, c'est ce qu'on appelle le colon recruté, c'est-à-dire des personnes qui veulent peut-être quitter l'Angleterre, qui veulent repartir à neuf, mais qui n'ont pas les moyens n'ont pas les moyens justement de se payer ce voyage-là. Donc, ils vont devenir des indentured servants. Donc, c'est ce système de indentured servitude. C'est pas de l'esclavage, mais ça ressemble à. Alors, ces personnes qui veulent partir mais qui n'ont pas les moyens vont signer un contrat d'une durée variable, ça peut être généralement 5 à 7 ans. On signe avec un contrat avec un propriétaire de navire qui va accepter de faire traverser ces gens-là vers l'Amérique. Et rendu en Amérique, le propriétaire du navire, le capitaine du navire, va vendre ses contrats à des propriétaires terriens qui cherchent de la main-d'œuvre. Et donc, à ce moment-là, le contrat, il est transféré. Par conséquent, cette personne recrutée devient la personne engagée pour une période de 5 à 7 ans du grand propriétaire terrien. Bon, donc ça, c'est. Et puis éventuellement, au bout de 5 à 7 ans, la personne est libérée de son contrat et peut commencer à vivre normalement, si on peut dire comme ça, dans la colonie. Et puis finalement, le troisième type d'esclaves, c'est ceux que j'appelle les esclaves, les troisième type d'immigrants, ce sont les esclaves, ce que j'appelle les immigrants malgré eux. Et là, on va voir les premiers Africains débarquer en Amérique dans les colonies anglaises en 1619. C'est un groupe d'une vingtaine, curieusement, qui avait été engagé comme travailleurs libres, mais éventuellement, ben là, les colonies anglaises, surtout du Sud, vont commencer à prendre à partir de ce moment-là l'habitude d'aller se chercher des travailleurs en Afrique. J'y reviens dans quelques instants. Bon, pour trouver une façon de peupler la colonie, je vais revenir un petit peu sur le système du indentured servitude. Une des façons qu'on va trouver, ça va être initié par la Virginie en 1618, mais le modèle va être copié par d'autres colonies après. C'est un système qui va être très efficace, c'est ce qu'on appelle le headright system. Alors, c'est pas très dur, c'est que chaque colon qui paie pour son passage vers l'Amérique reçoit ce qu'on appelle un headright. Un headright, c'est une terre de 50 acres. Bon, pour vous donner un aperçu, c'est quoi un acre? Ben, j'ai placé justement sur un terrain de football ce qu'est un acre. Bon, et là, l'autre système qui va devenir très intéressant, au début, puis là, ça commence encore une fois en Virginie, mais ça va justement se reproduire dans d'autres colonies. Chaque Virginien qui paie pour le passage d'un colon va recevoir deux headrights, donc c'est-à-dire 2 fois 50 acres. Alors, ça veut dire qu'il y a un groupe de planteurs, un groupe de propriétaires terriens assez riches qui vont réussir à se constituer justement une fortune colossale parce qu'ils vont posséder des terres, parce qu'ils sont capables de faire venir des colons de cette manière-là. Et ça va s'avérer que c'est un système qui va être particulièrement efficace pour attirer des colons en Amérique. Donc, quand on parlait tout à l'heure du système donc, de indentured servitude, de contrat de 5 à 7 ans, vous en avez un exemple de contrat ici. Et surtout, c'est que dans le Sud, justement, ça va favoriser la concentration de terres entre les mains de quelques grands propriétaires terriens qui seront les seuls à pouvoir se payer, justement, qui seront les seuls à pouvoir payer pour de tels passages. Alors donc, ce système-là, ce head right system, il est très important pour l'Angleterre. Bon, encore une fois, quand on parle d'amener justement des esclaves en Amérique, vous avez ici les principales routes de commerce des esclaves au 18e siècle. Et on voit bien que les États-Unis, donc ces 13 colonies, font partie de ce système-là. Et c'est un système particulièrement efficace où on va chercher justement des colons, pardon, des esclaves en Afrique, sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest.
Pour vous donner un aperçu du nombre d'esclaves, ben là, on le voit ici siècle par siècle. Les esclaves, donc, en Amérique du Nord provenant d'Afrique, divisés selon les pays d'origine. On voit que c'est le Portugal qui est pas mal actif. Le Portugal avait énormément besoin d'esclaves pour justement exploiter le Brésil. Mais on voit qu'au 18e siècle, les Anglais ne sont pas en reste. Juste simplement au 18e siècle, les Anglais vont aller chercher pas moins de 1 600 000, 1 700 000 d'esclaves en Afrique. Donc, c'est quand même énorme. C'est un système qui va être vraiment majeur et essentiel justement au développement économique des colonies du Sud. Parce qu'on va s'entendre, au Nord, il n'y en a essentiellement pas d'esclaves. C'est au Sud qu'on en a besoin. Pourquoi? Parce que la culture du coton, c'est une culture qui est très dure pour le sol. Ça prend des exploitations immenses afin qu'on arrive justement à produire suffisamment de coton pour que ce soit profitable. Et pour justement faire fonctionner ces plantations énormes, on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, on a besoin de beaucoup d'esclaves. Donc, si on regarde, ben, les esclaves, on va les chercher en Afrique. Ils sont littéralement trappés par des chasseurs d'esclaves. Et après ça, ben, ils seront embarqués dans des navires comme la vulgaire marchandise, entassés les uns les autres. Et éventuellement, ces navires-là vont débarquer dans différents ports. Mais le principal port en Amérique pour les esclaves, c'est le port de Charleston. Et là, ben, c'est là qu'on va aller vendre justement les esclaves et que les grands propriétaires terriens vont venir les chercher. Pour toute la question justement de l'esclavage de cette institution-là, j'y reviendrai dans une capsule ultérieure. Finalement, on va terminer avec ceci. Bien là, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 13 colonies se développent et elles se développent rapidement par différentes manières, parce que justement la mobilité sociale y est très grande, parce que ça attire justement des Anglais. Bien là, on le voit très bien qu'en l'espace de un siècle et demi ou à peu près, la population va passer de quelques 2000 personnes à 2 400 000. C'est véritablement pour l'Angleterre un grand succès. Évidemment, tout n'est pas parfait dans les 13 colonies, mais c'est un grand succès. Mais il faut regarder aussi de quelle manière se développe justement la population, d'où viennent justement ces gens-là. Ce qu'on voit essentiellement au départ, les immigrants au début du 18e siècle sont essentiellement d'origine britannique. Alors qu'à la fin, cette proportion justement d'immigrants qui viennent des îles britanniques, elle est diminuée passablement. Sauf qu'on voit quand, par exemple, qu'il y a quand même pas mal de monde qui viennent d'Écosse, qui viennent d'Angleterre, et qui viennent d'Irlande, pardon. Donc, grosso modo, il y a une certaine uniformité malgré tout de la population. Mais ce qu'il faut voir, c'est la part grandissante que prennent les esclaves dans cette augmentation de la population. Et c'est là qu'on va voir aussi déjà se mettre en place. Je vous avais parlé tout à l'heure de développement économique différent entre le Nord et le Sud. Bien là, c'est deux univers différents qui vont se mettre en place. Et on a simplement qu'à regarder justement en 1760 les populations. Il faudrait juste regarder justement ces 5 colonies qui sont au sud, Maryland, Virginie, les deux Carolines et la Georgie, et regarder dans chacune de ces colonies la place qu'occupe le pourcentage de la population de chacune de ces colonies qui sont des esclaves. En Caroline du Nord, c'est 63 de la population qui sont des esclaves. En Caroline du Sud, c'est 80 de la population. Donc, vraiment deux univers vraiment marqués, deux univers complètement différents, deux mentalités qui seront différentes. Et ces deux mentalités, ce nord et ce sud, ils ont besoin de l'un et de l'autre au départ pour bien fonctionner. Ils ont besoin de l'un et de l'autre au départ pour s'enrichir. Mais éventuellement, cette différence, ces deux univers-là, ces deux conceptions du monde vont faire en sorte qu'ils vont s'affronter. Donc, il y a déjà ici, en 1760, les germes de ce qui va se passer un siècle plus tard. Ça sera la guerre civile. Mais pour l'instant, donc, l'Angleterre, si on regarde la situation en 1760, l'Angleterre a un succès formidable. Elle avait tous les atouts entre ses mains, l'Angleterre, pour créer un empire colonial véritablement colossal en Amérique. Sauf que les autorités anglaises vont rater leur coup. Et les autorités anglaises vont justement poser une série de gestes malheureux, appelons-les comme ça, une série de gestes malheureux qui vont précipiter les 13 colonies vers l'indépendance. Et ça va faire l'objet des prochaines capsules.